Okay, good afternoon, everybody. My name is Lisa Parlecek. Bonjour à tous, je suis Lisa Pailczek et je suis là au nom de toutes mes collègues de l'équipe de recherche qui s'occupe de toutes les sciences de l'éducation à Graz, qui est au centre de l'Autriche. Et donc, je voudrais peut-être dire les choses clairement au départ. La plupart d'entre vous le savent déjà, mais il y a peut-être pas mal de choses qu'on ne sait pas. C'est-à-dire qu'il y a un aspect ségrégation à voir. Les ségrégations, c'est lorsque les enfants qui sont identifiés comme ayant des besoins particuliers reçoivent un enseignement séparé, c'est-à-dire dans des écoles spécialisées qui sont bien sûr très éloignées des écoles ordinaires. Ça, nous voulons l'éviter. L'éviter. Il y a d'autres façons et deux façons de l'éviter. L'intégration d'une part. Là, vous placez un enfant particulier ayant des besoins des particuliers, dans notre cas, dans une école ordinaire, c'est-à-dire que dans un système qui existe, le système ne change pas, l'enfant entre dans le système et doit s'en débrouiller. Et donc, ça, c'est également quelque chose que nous avons évité cela parce que ça met les enfants de côté et également dans de la société. Et puis, il y a une autre possibilité, la possibilité qui existe, qui décrit les écoles comme des institutions qui prennent tous ceux qui arrivent, n'est-ce pas? Et donc, c'est un système qui est préparé pour correspondre à des environnements pris comme, à des personnes prises comme individus et dans un environnement tout à fait particulier, lui. Alors, certaines classes peuvent être des classes d'inclusion, d'autres classes non inclusives, mais tout doit conduire à une pleine et entière intégration. Donc, voilà le système scolaire austrien. Nous avons 9 ans d'éducation et d'instruction obligatoire, donc on commence à 6 ans, ensuite donc 4 ans, où il y a un seul enseignant pour tous les sujets, et donc au cours des 4 ans, ça c'est l'école primaire. Alors, à ce moment-là, lorsque il y a des enfants avec des besoins particuliers, soit on les intègre dans l'école, dans la classe normale, soit on les met dans des écoles d'intégration ou spécialisées, la décision étant prise par les parents. Les parents décident si cet enfant a besoin d'orientation, de soutien à partir de centres et d'institutions particulières. Et évidemment, le terme a peut-être évolué, mais enfin bon, ces centres d'éducation spécialisés orientent les parents, les conseillent, mais il y a également des écoles spécialisées qui sont autonomes aussi. Et à ce moment-là, il y a un genre de conflit parce que au niveau de l'orientation des parents, est-ce qu'on met les enfants dans une classe inclusive, est-ce qu'on les met dans une classe spécialisée, mais à ce moment-là, il y a un aspect financement, n'est-ce pas, des deux côtés, des parents et de l'école. Et puis après 10 ans, après l'âge dis donc, alors l'école exclusive en Autriche, on a des écoles secondaires un enseignement de fort calibre, et à ce moment-là, il n'y a que les bons qui passent à ces écoles, qui entrent dans ces écoles-là, c'est-à-dire ceux qui seront le terrain universitaire. Et puis il y a les autres écoles secondaires qu'on appelle nouvelles écoles secondaires, puisque les choses changent. Plus ou moins la même chose, mais enfin bon. Et donc, cela, c'est pour essayer de réduire les fossés entre le secondaire central et le secondaire académique. Je ne sais pas exactement où on arrivera avec ça, on verra dans quelques années. Mais enfin, il y a comme un genre de passerelle, et là, pour les enfants qui peuvent être, qui viennent des écoles soit spécialisées, soit des écoles inclusives. Ceci, bien sûr, c'est selon la décision des parents. Alors, je parle de l'Autriche. Voilà l'Autriche. Nous avons un État fédéral avec 9 États. Il y a la Styrie dans le sud. Et comme vous pouvez le voir sur la carte, dans chaque État, il y a un taux différent d'éducation inclusive, parce que l'éducation inclusive en Autriche dépend bien sûr de gens, dépend aussi des politiciens, ça dépend de l'État fédéral, ça dépend de la motivation des parents, et les gens changent. Hein. Et donc, au niveau de l'inclusion, nous avons commencé au Styrie, en fait, j'y reviendrai. Vous voyez bien sûr, là, nous avons 20% là, des enfants, 20, et puis nous avons en Styrie
nous avons plus ou moins 80% des enfants qui bénéficient d'une éducation dite inclusive. Donc là, voilà en fait la progression, enfin vers l'infusion, les premières classes inclusives qui étaient illégales en fait, et donc qui est émané de l'initiative de parents et de professeurs qui étaient très motivés. Et donc ensuite, par la suite, quelques années, en Autriche, on a pensé à la mise en œuvre de ces classes, mais de façon toujours illégale. Donc il y avait toujours utilisation de ces écoles spécialisées et les derniers n'y arrivaient pas finalement. Et puis en 1990, le président du Conseil de l'éducation de Styrie est venu voir la première classe inclusive, si on peut dire, et ça a été le point de départ d'une évolution qui a donné lieu à des projets pilotes, et après ça, on a commencé à essayer de l'évaluer, le résultat de ces projets pilotes, dans les années 90. En 2008, l'Autriche a signé la Convention des Nations Unies sur le droit des personnes avec handicap, et rien n'est sorti de ça là-dessus. Donc, au niveau de l'inclusion, rien n'a été fait. Et en 2012, 4 ans plus tard, nous avons eu une déclaration d'un plan d'action sur le handicap, et donc au plan national, et donc on s'est dit que c'était 2012-2020, ce plan, et sur 8 ans donc, et on pense qu'en 2020, il y aura un système scolaire qui sera pleinement inclusif. Donc en 2014, nous avons ce plan d'action en Styrie, et donc c'est de là que je viens, donc on essaie de pousser les choses. Donc cet autre plan d'action, enfin, inclut l'évaluation, en fait, de tout ce qui est éducation et ses enseignants. Alors évidemment, on veut que des 80% de l'inclusion que nous avons en Syrie passe jusqu'à 100%, donc pleine et entière inclusion. Voilà encore les chiffres pour le développement des classes à inclusion entre 1985 et 2014. Vous voyez qu'en fait, nous avons un petit peu moins de 3 ou 4% de ce que nous avions il y a quelques années, donc il faut quand même qu'on avance. Donc voilà les autres régions en tant qu'objectif principal pour arriver à 100% des étudiants qui seraient pris dans l'éducation inclusive. Il faut d'abord analyser le cadre à la mise en œuvre d'un système scolaire inclusif. Il faut analyser le processus d'inclusion dans les écoles ordinaires et dans les parties est de la Syrie. Il faut identifier les défis, les possibilités de la mise en œuvre d'un système scolaire inclusif. Il faut arriver à proposer des idées pour une évolution, un développement plus avant d'un système scolaire inclusif. Voilà. Donc voilà ce dont je parle. Nous sommes dans la partie est de la Syrie. Donc, les questions à voir dans le projet, c'est comment est-ce qu'on choisit les institutions d'enseignement qui mettent en œuvre ce système en termes de formation des maîtres, des pratiques d'éducation, d'enseignement, équipe, etc. Et quels sont les défis et les possibilités pour identifier ce processus d'inclusion de la part de toutes les parties prenantes. Donc là, je vais peut-être me focaliser sur un ou deux aspects de ce sujet qui est très large, qui est très vaste. Alors, quels sont les défis et les possibilités au niveau de la formation des maîtres, des pratiques éducatives, etc. Donc, nous avons fait des interviews, des entretiens qualitatifs, 25, 4 centres d'éducation inclusive et 7 écoles, donc des professeurs, des enseignants, des proviseurs. Et donc, maintenant, ces 4 centres étaient des centres importants, et c'est cette école, nous avons bien sûr vu le directeur de l'école, un enseignant et un éducateur spécialisé, enfin, pour les besoins particuliers. 2 écoles élémentaires, 2 nouvelles écoles secondaires, 2 écoles polytechniques et une école, disons, secondaire de haut niveau, académique, comme on les appelle. Et donc, on a regardé, et comme je vous l'ai dit, ce qu'on appelle ces écoles secondaires académiques, c'est assez exclusif. Seuls les bons y entrent.
Et donc là, nous avons vu que l'enseignement, la formation et l'éducation, disons, générale des professeurs et des enseignants, on en a besoin, n'est-ce pas, pour relever les défis. Donc il faut qu'ils connaissent le sujet, il faut qu'ils connaissent la mise en œuvre des différentes pratiques et méthodes, mais à ce niveau de formation des maîtres, c'est important parce que les enseignants disent qu'ils ne sont pas suffisamment formés, qu'ils n'ont pas suffisamment de connaissances et pas suffisamment d'éducateurs. Donc il faut regarder l'attitude des professeurs, l'attitude des enseignants qui quelquefois disent qu'ils n'ont pas suffisamment de temps pour leur formation. Mais c'est la même chose partout. Alors évidemment, il faut promouvoir la collaboration, la discussion sur les différents sujets au niveau de l'unité d'enseignement. Et nous avons mis en œuvre il y a 5 mois, donc c'est traitant une pédagogue Bildung, c'est-à-dire un nouveau curriculum, un nouveau programme d'éducation et d'enseignement pour les enseignants qui vont se dédier à cette forme d'enseignement pour enfants ayant des besoins particuliers. Donc ceci touchera même le niveau universitaire. Donc voyez-vous. Alors en plus donc il faut que ces classes hétérogènes que nous souhaitons soient un environnement productif pour les élèves, mais c'est évidemment un défi pour les professeurs. Et au niveau de la composition de la classe, au niveau de la diversité, il faut qu'il y ait un climat agréable pour tous les élèves. Et donc, d'un côté, en Autriche, nous sommes arrangés pour avoir des classes inclusives qui n'aient pas plus de 5 élèves avec des besoins particuliers, n'est-ce pas? Au-delà de là, il faut un deuxième enseignant dans la classe. Donc, vous pouvez imaginer ce que cela peut faire dans la classe, n'est-ce pas? Il faut que, lorsque vous avez 5 enfants dans ce sens, il faut un autre tuteur, répétiteur ou enseignant. Si vous en avez moins de 5, alors il faut qu'ils passent d'une classe à l'autre ou d'un sujet à l'autre. Donc, au niveau des éducateurs, c'est plus facile d'avoir tous les enfants dans la même classe. Donc, à ce moment-là, l'attention qu'il leur est donnée est plus approfondie. Les enseignants se sont plaints du fait qu'ils n'avaient pas le temps pour une discussion, un débat sur la classe et la composition d'une classe, entre eux, je veux dire. Évidemment, il faut éviter une recomposition de la classe, c'est-à-dire que les enseignants, ils ont une classe, leur classe, ils ne veulent plus qu'après que ça change, après la rentrée. Et donc, ensuite, il y a une période d'orientation, donc, de 3 mois aux premières étapes de l'école primaire. Donc là, il y a une salle de profs, si vous voulez, où les professeurs et où les élèves peuvent se retrouver, avoir des débats entre eux, passer du temps entre eux. Et donc, les enseignants, ensuite, et le proviseur ou le directeur décident de la composition des classes. Et c'est quelque chose qui, finalement, fonctionne très bien. Dans ces écoles, l'idée de ces débats entre professeurs et élèves, c'est qu'ils apprennent à se connaître, que les professeurs se rendent compte où est le relationnel, bien ancré ou pas, entre eux. Et donc, tout ça demande qu'il y ait une différenciation entre les méthodes et les pratiques d'enseignement. Ça, nous le savons. Beaucoup de professeurs ou d'enseignants ne savent pas comment mettre en œuvre les outils de différenciation de l'éducation. Et donc là aussi, il faut que les professeurs tirent les connaissances et les expériences les uns des autres. Et donc, il faut également donner des instructions et des recommandations aux enseignants comme aux élèves. Certains professeurs ont eu des problèmes avec cette espèce de glissement, en fait, vers un nouveau système avec plus de souplesse et plus de flexibilité. Et également, il faut qu'on apprenne à apprendre les uns des autres. Et un enseignement par équipe est tout à fait important, là, un co-enseignement, mais il faut le temps, bien sûr, il
faut le temps, il faut de l'espace pour les enseignants, pour qu'ils puissent se retrouver, parler entre eux, parler des plans à mettre en œuvre, de la vie dans la classe, etc. Et puis, il faut des éducateurs spéciaux. Et quelquefois, ces aides à la vie scolaire ou ces éducateurs, ces répétiteurs doivent passer d'une école à l'autre. Et à ce moment-là, il y a plusieurs équipes qui entrent en jeu. Ils doivent s'insérer dans plusieurs équipes puisqu'il y a plusieurs écoles et c'est le plus difficile. Alors, d'autre part, il faut faire attention aussi que lorsqu'il y a deux professeurs pour une classe, il y en a un qui enseigne et l'autre qui attend et qui regarde. C'est pas ça. Il faut que les deux participent. Donc, il fait une ressource, le co-enseignement, n'est-ce pas? Mais ça a besoin de plus de ressources, c'est un défi pour que ces deux enseignants partagent leurs responsabilités. J'ai plus beaucoup de temps et donc j'en viens à ma conclusion, qui est que au niveau de nos entretiens, nous avons vu que la formation des maîtres dans le domaine de l'éducation inclusive, c'était une nécessité. Comme je vous l'ai dit, les choses changent parce qu'au niveau de la formation des maîtres, il y a déjà, n'est-ce pas, ce chapitre besoins particuliers. Et donc, il y a les cours qu'il aurait donnés. Mais enfin, ça prend quand même un peu de temps, n'est-ce pas, parce que les étudiants ont commencé, ils sont entrés à l'école des maîtres il y a 5 ans, il y a 5 mois, il faut 5 ans pour former un professeur, donc la mise en œuvre va prendre quand même qu'un peu de temps, quelques années, même si on voit un peu de changement maintenant. La diversité dans une classe est un environnement productif et pour tout le monde, tous les élèves, les méthodes d'enseignement en matière de différenciation et d'apprentissage individuel, ça permet cette éducation inclusive, mais il faut savoir comment individualiser cet enseignement. Et évidemment, l'enseignement par une équipe doit correspondre aux besoins de tous les enfants. Et puis les systèmes de soutien doivent être créés afin qu'on puisse relever tous les défis que pose une éducation inclusive en Syrie. Merci beaucoup de l'intention que vous m'avez prêtée.